Chunk One. Quand Chuck Berry est décédé en 2017, sa famille pensait tout savoir sur la légende du rock. Ils avaient tort. Caché dans le coffre-fort d'un hôtel se trouvait une collection si dérangeante qu'elle faisait paraître ses anciens scandales insignifiants. On parle de l'homme qui a secrètement filmé des centaines de femmes dans les toilettes de son restaurant. Mais ce qu'ils ont trouvé dans ce coffre-fort était différent. Il ne s'agissait plus seulement de voyeurisme. Le contenu révélait une facette de Barry que même les membres les plus proches de sa famille n'avaient jamais imaginée. Aujourd'hui, nous ouvrons ce coffre-fort et dévoilons ce que Chuck Berry a passé des décennies à cacher au monde. Chuck Berry est né le 18 octobre 1926 à St. Louis, Missouri. Son nom complet était Charles Edward Anderson Berry et il est venu au monde à une époque où la ségrégation régnait dans presque tous les aspects de la vie américaine. Mais sa famille n'était pas ordinaire. Son père, Henry Barry, était un diacre baptiste et entrepreneur. Sa mère, Martha, était l'une des rares femmes noires de cette époque à avoir obtenu un diplôme universitaire et à être devenue directrice d'école certifiée. Il vivait dans un quartier appelé le Veil, une communauté noire de classe moyenne soudée où l'ambition était forte et la fierté profonde. Chuck était le quatrième de 6 enfants. Grandissant dans une maison remplie de musique, de discipline et d'identité culturelle, le monde extérieur était divisé. Mais à l'intérieur de cette maison, il y avait de l'harmonie. La séparation entre la vie noire et la vie blanche était si nette à Sainte Louise que Chuck n'a même pas vu une personne blanche avant l'âge de 3 ans. Un jour, il a vu des pompiers éteindre un incendie et a pensé que leur visage était devenu blanc. De peur. C'était le genre d'incompréhension qu'un enfant pouvait avoir et seulement dans un monde qui divisait les gens selon la couleur de leur peau. En grandissant, la réalité était devenue beaucoup plus claire et beaucoup plus dure. Les lieux publics étaient interdits. Les parcs, les piscines et les terrains de jeu étaient réservés aux enfants blancs. Il ne s'agissait pas seulement de savoir où l'on pouvait aller. Il s'agissait de se rappeler constamment qu'on n'avait pas sa place. Ce goût amer d'exclusion se déverserait un jour dans les paroles de ses chansons, surtout lorsqu'il chantait la liberté, le mouvement et le désir dans des titres comme Brown-Eyed Handsome Man. Avant que le rock and roll ne l'appelle, la musique venait de l'Église. Chuck a rejoint le chœur d'hommes de l'Église baptiste d'Antioche à l'âge de 6 ans. Chunk 2. Les sermons de son père remplissaient l'air. Sa mère jouait du piano avec grâce, et ses frères et sœurs chantaient dans la maison. L'Église était l'un des rares endroits où les voix noires étaient pleinement autorisées à s'élever et Barry s'en imprégnait. Les rythmes, les harmonies, les appels et réponses. Il a appris à se produire en regardant les réactions de la congrégation. Il a ressenti très tôt le pouvoir émotionnel de la musique, et cela ne l'a jamais quitté. À 15 ans, en 1941, il achète sa première guitare. Elle coûtait exactement 14 $ et venait d'un voisin. Il n'avait aucune formation officielle, mais il avait des disques de T-Bone Walker et Muddy Waters. Il les écoutait encore et encore, copiant chaque note en secret dans son sous-sol. Plus tard, il prendra des leçons auprès d'un guitariste de jazz nommé Ira Harris, qui l'aidera à perfectionner ses compétences. La même année, il se produit dans le spectacle de talent de son lycée à Sumner High, le premier lycée entièrement noir à l'ouest du Mississippi. Il a chanté « Confessing the Blues ». Et même si les administrateurs de l'école n'aimaient pas le côté brut de la chanson, les élèves l'ont adoré. Ce soir-là, Chuck Berry a réalisé quelque chose d'important. La musique pouvait émouvoir les gens, même si elle lui causait des ennuis. Mais en 1944, alors qu'il n'avait que 17 ans, tout s'est effondré. Lui et 2 amis sont partis pour la Californie, rêvant de quelque chose de différent. Mais le voyage a vite dégénéré. Ils ont trouvé un pistolet abandonné à Kansas City. Et ce qui a suivi, c'est une série de vols. Une boulangerie, un magasin de vêtements, un salon de coiffure, puis un vol de voiture. Ils ont été arrêtés et condamnés à 10 ans de prison.
Même s'il s'agissait de leur première infraction, Chuck s'est retrouvé dans le centre de redressement intermédiaire pour jeunes hommes de Jefferson City, dans le Missouri. C'est là qu'il a formé un groupe de chant et a même essayé la boxe, mais la honte de cette époque est restée avec lui. Il a été libéré le jour de son 21e anniversaire, le 18 octobre 1947. À sa sortie de prison, il est allé directement travailler. Il a obtenu un emploi de concierge à l'usine Pfizer Body pour 50 $ par semaine. Mais ce n'était pas son rêve. Il s'est inscrit à des cours du soir à l'école Porot pour étudier la coiffure, dans l'espoir de devenir un esthéticien agréé. Chunk 3. Le jour, il nettoyait les sols. La nuit, il coiffait. Et entre les deux, il jouait de la guitare dès qu'il le pouvait. Il faisait aussi de la photographie, de la menuiserie et tout autre travail qui pouvait l'aider à payer les factures. Sa première voiture, après sa sortie de prison, était une Buick Roadmaster de 1941, un symbole de liberté et de mouvement qui résonnerait plus tard dans ses paroles. En 1948, il épouse Thea Todd Suggs. Elle l'avait attendu pendant son incarcération et 1 an après sa libération, ils ont officialisé leur union. En décembre 1950, ils ont eu leur premier enfant, une fille nommée Ingrid. Maintenant, Barry travaillait pour plus que lui-même. Il avait une femme, un enfant et un rêve qui n'était pas encore pleinement arrivé. Il achète sa première guitare électrique en 1950 et décroche des concerts là où il le peut. Il a même travaillé de nuit dans une station de radio de Saint-Louis juste pour rester connecté au monde de la musique. Sa première prestation rémunérée a eu lieu le 13 juin 1952. Il s'agissait d'un petit concert local à Huff's Garden. Il a gagné 6 $ ce soir-là. Ce n'était pas grand-chose, mais cela prouvait quelque chose. Il pouvait être payé pour sa musique. Il a joué avec Tommy Stevens, le même ami qui l'avait soutenu lors de ce spectacle de talent au lycée. Ce concert a ouvert la porte à d'autres performances, dont une avec le pianiste Johnny Johnson. La veille du Nouvel An, 1952, Barry a reçu un appel de dernière minute. Le saxophoniste du trio de Sir John était malade et le groupe avait besoin d'un remplaçant rapidement. Barry est intervenu. Ils ont joué au Cosmopolitan Club à East St. Louis et quelque chose de magique s'est produit. Barry a commencé à mélanger des chansons country western dans leur set de blues et de R&B chant. Au début, les gens ont ri et l'ont traité de plouc noir, mais bientôt, ils ont commencé à danser. La foule a changé. De plus en plus de visages blancs ont commencé à apparaître. Le groupe a été rebaptisé Chuck Berry Trio. Chunk 4. Et pour la première fois, Chuck avait le contrôle créatif. Il mélangeait les genres d'une manière inattendue. Et ça a marché. En mai 1955, à 28 ans, il se rend à Chicago avec un objectif. Il voulait rencontrer Muddy Waters. Après un spectacle, il s'est approché de Waters et lui a demandé comment contacter une maison de disques. Waters l'a orienté vers Leonard Chess, le patron de Chess Records. Chuck est allé au studio ce lundi-là et a obtenu une promesse. Apporte une démo dans 1 semaine. Il est revenu avec 4 chansons, dont un morceau d'inspiration country intitulé Ida May. Leonard a aimé le son mais a détesté le titre, alors ils l'ont changé en Maybelline. Cette chanson a frappé comme un éclair. En juillet 1955, Maybelline s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Elle a dominé les charts de R&B et a fait son entrée dans le top 5 des charts pop grand public, un croisement presque inédit à l'époque. Mais la joie n'a pas duré longtemps. Chuck a découvert que 2 autres noms avaient été ajoutés au crédit d'écriture de la chanson, dont celui du DJ Alan Freed. C'était un arrangement louche qui permettait à Freed de percevoir des royalties sur le travail de Barry. Ce n'était pas inhabituel dans le monde de la musique, mais Barry ne l'acceptait pas. Il s'est défendu devant les tribunaux et a obtenu tous ses droits. Il a déclaré que le timing était parfait parce que la musique noire s'infiltrait enfin dans le courant dominant américain. Mais ce n'est pas seulement la chanson qui a changé la musique, c'est la façon dont il jouait. Le style de guitare de Chuck sur Maybelline est devenu le modèle du rock.
Il utilisait des doubles cordes et mélangeait le blues avec quelque chose de nouveau et d'électrisant. Paul McCartney a décrit un jour l'excitation d'entendre la musique de Barry pour la première fois. John Lennon a emprunté une des lignes de Barry, Here Come Old Flat Top, pour le Come Together des Beatles. Les riffs de Chuck n'étaient pas seulement de la musique, c'était une révolution. Puis vint le Duck Walk. Chunk 5. Ce n'était pas prévu. Le 8 septembre 1955, lors d'un concert à New York, le costume de Chuck était froissé à cause du voyage et il se sentait gêné. Il s'est donc accroupi sur scène pour cacher les plis et a commencé à marcher de cette façon en jouant. La foule est devenue folle. Il a continué à le faire. Un journaliste l'a ensuite appelé le Duck Walk et ça a collé. En vérité, ce n'était même pas nouveau. Chuck l'avait fait quand il était enfant pour rire, mais maintenant, cela faisait partie de sa légende. Quelques mois plus tard, le 20 décembre 1955, Chuck était de retour dans le studio de Chicago. Il a enregistré 4 chansons ce soir-là: No Money Down, Downbound Train, Rolly Polly et Barry Pickin. L'une d'entre elles, No Money Down, est devenue un tube au début de 1956 et a atteint la 8e place du classement R&B. C'était une chanson sur les voitures, la jeunesse et l'ambition. Tout ce qui définissait le rêve adolescent américain. Barry avait trouvé la formule. Ses paroles racontaient des histoires. Sa guitare faisait bouger les gens. Sa voix faisait écho à tout ce que les jeunes ressentaient. En 1956, quelque chose d'étrange s'est produit dans une maison avec un piano. Chuck Berry voulait jouer sa musique, mais chaque fois qu'il entrait dans la pièce, sa sœur Lucy était déjà assise là à jouer des morceaux classiques. Bach, Beethoven, Mozart, elle les jouait sans cesse. Chuck en avait assez. Il avait besoin du piano, non pas pour des sonates, mais pour quelque chose de plus fort, de plus rapide, de plus vivant. Il a donc écrit une chanson. Et quand il l'a appelée Roll Over Beethoven, ce n'était pas seulement une blague, c'était un message, une déclaration de guerre. Il disait au vieux monde de s'écarter. Il l'a enregistré le 19 avril 1956 à Chicago. Johnny Johnson, son brillant pianiste, l'a accompagné. À sa sortie, elle est montée en flèche à la 2e place du classement R&B et a atteint la 29e place du classement pop. Chunk 6. Les paroles disaient à Beethoven, Tchaïkovski et à tous les parents américains amateurs de symphonie de s'écarter et de faire de la place au rhythm and blues. Et ça a marché. En 2003, la Bibliothèque du Congrès a conservé la chanson à jamais dans son National Recording Registry. 7 ans après sa première diffusion, les Beatles l'ont reprise, ajoutant leur propre touche en 1963. Rolling Stone l'appellera plus tard l'ultime appel aux armes du rock and roll. 1 an plus tard, en mars 1957, Barry sort une autre chanson, School Days. Elle a été enregistrée quelques semaines plus tôt, le 21 janvier. Le message était clair et plus fort cette fois. Les adolescents s'ennuyaient dans les salles de classe, étaient fatigués des cours magistraux, attendaient la cloche finale pour se libérer. Chuck leur a donné un magnifique hymne. « Hail, hail, rock and roll », a-t-il crié à la fin du morceau. Ce n'était pas seulement une phrase accrocheuse, c'était un cri de libération. La chanson a atteint la 1e place du classement R&B et la 3e place du classement pop. C'était le 3e plus grand succès pop de Barry. Mais le vrai succès était émotionnel. Il avait capturé quelque chose de brut, quelque chose que tous les enfants ressentaient, mais ne savaient pas comment dire. Puis vint 1958. Chuck Berry sort Johnny B. Goode. Et avec elle, il a glissé un morceau de lui-même. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un garçon de la campagne qui pouvait jouer de la guitare comme sonna une cloche. Il s'agissait de Barry grandissant sur Good Avenue à Saint Louis. Il voulait dire que ce petit garçon de couleur pouvait jouer, mais il a changé les mots en garçon de la campagne afin que les stations de radio blanche la diffusent. L'inspiration est venue de Johnny Johnson. Encore une fois, le nom Johnny était le sien, mais le B était Chuck.
Des années plus tard, lorsque la NASA a lancé la sonde Voyager en 1977, ils n'ont inclus qu'une seule chanson de rock and roll sur le Golden Record. C'était Johnny B. Good. La voix de Chuck, sa guitare, son histoire envoyée dans les étoiles au cas où quelqu'un l'écouterait. Chunk 7. Mais alors que la musique de Barry brisait les barrières, la réalité n'était pas aussi tendre. Cette même année, en 1938, il a joué au Newport Jazz Festival, l'un des premiers musiciens de rock and roll à le faire. C'était un événement important, la preuve que le rock and roll n'était pas qu'un simple bruit, mais lorsqu'il a tourné dans le Sud cette année-là, la laideur du racisme l'a suivi. Dans une ville, un homme blanc lui a craché dessus pendant qu'il jouait. Il a continué à jouer, mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Il était une star, mais il ne pouvait pas marcher en toute sécurité dans certaines villes. La musique pouvait émouvoir les gens, mais elle ne pouvait pas le protéger. Pourtant, il a continué à avancer. En 1959, Barry a ouvert une boîte de nuit appelée Club Bandstand. Il voulait un endroit où les adolescents blancs et noirs pourraient danser ensemble. C'était dans le Missouri, au cœur du territoire de la ségrégation. Et ce que Barry faisait était dangereux. Il avait vu comment la police d'État traitait les couples interraciaux au début des années 50. Ils étaient arrêtés, humiliés et même forcés de se faire vacciner comme si leur amour était une maladie. Mais il a quand même ouvert le club. Lui et sa secrétaire, Francine Praget, le géraient seuls. Francine s'est fait arrêter et interroger par la police simplement parce qu'elle se rendait au travail. Les autorités locales considéraient le club de Barry comme une menace, un défi audacieux et provocateur à leur monde, et elles ont commencé à le surveiller de près. En décembre 1959, tout s'est effondré. Barry a été arrêté en vertu du Mann Act, une loi de 1910 initialement destinée à arrêter la traite des êtres humains, mais elle était souvent utilisée pour cibler les hommes noirs. L'accusation était qu'il avait transporté une jeune fille de 14 ans nommée Janice Escalante à travers les frontières de l'État à des fins immorales. Il a déclaré l'avoir rencontrée au Mexique en 1958, l'avoir engagée pour travailler dans son club comme vestiaire, puis l'avoir licenciée. Mais après son arrestation pour prostitution, la police a interpellé Barry. Ils ont affirmé qu'il l'avait violée et qu'il utilisait son club comme couverture. Il a tout nié, mais devant les tribunaux, sa parole n'a pas suffi. En mars 1960, Barry a été jugé. Cela a duré 2 semaines. Il en a été reconnu coupable, condamné à une amende de 5 000 $ et à une peine de 5 ans de prison. Chunk, 8. Mais il y avait plus sous la surface. Le juge avait fait des remarques ouvertement racistes. L'équipe de Barry a fait appel. Le verdict a été annulé. Un nouveau procès a commencé en mai 1961. Mais même avec un juge différent, le mal était fait. Cette fois, la peine était de 3 ans. Barry a de nouveau fait appel, mais il a perdu. En février 1962, il est entré au Centre médical fédéral de Springfield, dans le Missouri. Pas à Leavenworth, comme beaucoup le prétendraient plus tard. Et tout s'est calmé. Il est resté enfermé jusqu'en octobre 1963. Mais même à l'intérieur, il a continué à créer. Il a obtenu son diplôme d'études secondaires grâce à des cours par correspondance. Il a écrit des chansons. L'une d'entre elles, No Particular Place to Go, est devenue un tube. Les paroles sur le fait de se promener sans but avec une fille prenaient un étrange double sens compte tenu de la raison pour laquelle il était en prison. Pourtant, il a respecté les règles. Il est resté à l'écart. Il a profité de ce temps pour étudier le droit en lisant livre après livre. Il avait déjà été trompé par l'industrie de la musique. Cela ne se reproduirait plus. Dès lors, il saurait lire chaque contrat et protéger chaque chanson. Mais pendant qu'il était assis dans sa cellule, le monde a changé. Les Beatles ont explosé en Grande-Bretagne. Les Rolling Stones ont suivi et tous deux chantaient ses chansons. Come On, Carol et Roll Over Beethoven. Ils ont maintenu le son de Chuck Berry en vie. Quand il est sorti à la fin de 1963, il n'a pas trouvé de concurrence. Il a trouvé une vague qui attendait de le ramener. Chunk 9. Il est retourné au studio.
En novembre 1963, il enregistre Naen et You Never Can Tell, tous deux écrits derrière les barreaux. Naen est sorti en février 1964 et a atteint la 23e place du Billboard Hot 100. You Never Can Tell est atteint la 14e place la même année. Une de ses chansons finira dans un film de Quentin Tarantino des décennies plus tard. Mais à l'époque, c'était la preuve que Chuck était de retour. Malgré tout, il était différent. Carl Perkins l'a vu immédiatement. Lorsqu'ils ont tourné ensemble au Royaume-Uni en 1964 avec les Animals, Perkins a dit que Chuck était froid, distant, comme si quelque chose à l'intérieur s'était éteint. La tournée a été un succès. Les foules l'adoraient, mais la joie avait disparu. Barry avait survécu à la prison, mais quelque chose en lui n'était pas revenu. Il a continué à se produire. En avril 1965, Chess Records sort un album intitulé Chuck Berry in London. Le titre était Trompeur. Seules 8 chansons ont été enregistrées à Londres. Le reste provenait de sessions à Chicago ou d'enregistrements antérieurs. Mais l'énergie était réelle. Il avait 39 ans et était toujours électrisant. Même en liberté conditionnelle, son agent l'a laissé voyager à l'étranger. Il devait juste le signaler plus tard. Cette confiance a donné à Barry la liberté de renouer avec le monde qui ne l'avait pas oublié. Puis vint 1966. Il a fait un geste que beaucoup ne peuvent toujours pas expliquer. Il a quitté Chess Records et a signé avec Mercury. C'était censé être un nouveau départ. Cela s'est transformé en un désastre. Son premier single chez Mercury, Club Nitty Gritty, n'est pas entré dans les charts. Son nouvel album, Chuck Berry's Golden Hits, était plein de réenregistrements accélérés d'anciennes chansons sans et son. Il a également été un échec. Chunk, 10. Entre 1966 et 1969, il a sorti 5 albums chez Mercury. Aucun d'entre eux n'a réussi. La maison de disques ne le comprenait pas. Ils n'ont pas réussi à mettre en bouteille ce qui rendait Chuck Berry spécial. Il avait échangé la confiance contre l'opportunité, et l'opportunité s'est évanouie. En 1972, Chuck Berry a fait quelque chose que personne n'attendait. Après avoir été un pionnier du rock and roll pendant des années, son seul numéro 1 au Billboard Hot 100 était une chanson appelée My Ding A Ling. Ce n'était pas un hymne profond ou un chef-d'œuvre de guitare. C'était une chanson de nouveauté en direct pleine d'allusions enfantines qui faisait rire ou rougir les adultes. Il l'avait enregistrée en Angleterre et les gens n'arrivaient pas à décider si elle était accrocheuse ou grossière. Les paroles semblaient innocentes en surface, mais quiconque écoutait pouvait entendre le double sens. Certains la considéraient comme enjouée, d'autres la considéraient comme carrément sale. Cela ne l'a pas empêché de se vendre à plus d'1 million d'exemplaires. L'activiste britannique Mary Whitehouse était tellement indignée qu'elle a essayé de la faire interdire à la radio, écrivant à la BBC pour protester après avoir vu des écoliers avec leur fermeture éclair baissée en chantant la chanson. Les critiques l'ont qualifiée d'immature. Les parents la détestaient et les stations de radio ont refusé de la diffuser. Mais plus elle suscitait de controverses, plus elle vendait de disques. À la fin de l'année, ce n'était pas seulement un succès. C'était l'une des plus grandes chansons sans rançon de 1972. Mais le succès n'a pas rendu Chuck Berry plus facile à gérer. Il avait une règle stricte qui est devenue légendaire. Pas d'argent, pas de spectacle. Avant chaque concert, il exigeait une valise pleine d'argent liquide, littéralement. Il ne s'agissait pas d'avidité. Il avait passé le début de sa carrière à se faire arnaquer dans une industrie musicale racialement partiale. Il voulait donc être payé d'avance. Cette habitude l'a protégé des promoteurs douteux. Mais en 1969, elle a attiré l'attention de l'IRS. Chunk 11. Ils ont commencé à poser des questions. À la fin de l'enquête, Barry était accusé d'avoir frauduleusement soustrait plus de 110 000 $ d'impôts. Le 10 juillet 1969, il a été condamné à 4 mois de prison au camp pénitentiaire de Lambpak. Il a apporté sa guitare et 2 dictionnaires, dans l'espoir d'écrire enfin l'histoire de sa vie.
Il a également accepté de faire 1000 heures de service communautaire par le biais de concerts de bienfaisance. Les manchettes sur la fraude fiscale ont ajouté une autre couche à son image publique déjà compliquée. Pourtant, il a continué à tourner. Rien qu'en 1970, il s'est produit dans des salles comme le Kiel Auditorium à Saint Louis et le Fillmore à San Francisco. Les fans ont continué à venir, même si des rumeurs circulaient sur son tempérament et ses exigences financières. Il ne voyageait jamais avec un groupe, préférant arriver seul et jouer avec les musiciens disponibles. Une autre tactique qui lui permettait de garder le contrôle. Le 29 janvier 1967, il est même apparu en tant qu'invité musical au Saturday Night Live. C'était pendant la 2e saison de l'émission, à l'époque où elle était encore en train de se faire une réputation. La même année, Barry a commencé à s'éloigner des projecteurs. Il est devenu plus reclus, plus sélectif, plus obsédé par la vie privée et le contrôle. Mais le monde connaissait toujours son nom. Ses succès passés et son comportement imprévisible l'ont maintenu dans l'actualité, même si sa guitare était maintenant plus silencieuse qu'avant. Puis, en juillet 1990, tout a explosé. Le 30 de ce mois, la police a fait une descente dans sa propriété à Wentzville, dans le Missouri. Il pensait qu'il faisait passer de la cocaïne en contrebande à travers les frontières de l'État en utilisant son étui de guitare. Au lieu de cela, ce qu'ils ont trouvé était bien plus troublant. Il n'y avait pas de cocaïne, mais il y avait 62 grammes de marijuana, 3 armes à feu et plus de 122 000 $ en espèces. Il y avait aussi des cassettes, des dizaines d'entre elles. Et elles ne parlaient pas de drogue, elles parlaient de femmes. Les images, les photos et les livres trouvés lors de la perquisition ont été étiquetés comme étant à caractère sexuel. Cette phrase vague allait bientôt devenir un scandale national. Des caméras cachées avaient été installées à l'intérieur des toilettes des femmes du restaurant de Barry, le Southern Air. L'une était placée derrière les toilettes, d'autres filmaient sous différents angles. Les cassettes montraient des centaines de femmes, des clientes, des employés, même des mineurs, enregistrés sans leur consentement. Chunk 12. Certains plans étaient mis en pause sur les moments les plus explicites. Certaines victimes n'étaient que des adolescentes. Les images avaient été filmées pendant des années, remontant jusqu'en 1987. Lorsque Barry a été confronté à la situation, il a nié savoir qui avait installé les caméras. Mais les bâtiments étaient les siens, l'équipement était le sien, les montages étaient les siens. Et lorsque la première poursuite est arrivée, déposée le 27 décembre 1989 par une ancienne cuisinière nommée Hosanna Huck, d'autres ont suivi. En juin 1990, 59 femmes le poursuivaient en justice. Elles l'accusaient d'avoir réalisé les cassettes pour son propre plaisir, d'avoir violé leur vie privée de la manière la plus humiliante possible. Au moment où l'affaire a été réglée en 1994, Barry avait versé 1,2 million de dollars à ses 59 femmes et 310 000 $ supplémentaires à 2 autres. Le Southern Air a fermé ses portes en 1990, souillé par ce qui s'y était passé. Il n'y avait pas que ces cassettes. Les enquêteurs ont découvert que Barry collectionnait de la pornographie depuis les années 1970. Sa réserve privée contenait 59 cassettes, d'innombrables photos et des livres remplis de fétichismes extrêmes. Certaines des images le montraient à la caméra avec des femmes, y compris une prise lors d'une fête du Nouvel An dans un hôtel de Lake Tahoe. Le magazine High Society a publié des images de la réserve, se vantant d'être le seul média ayant le courage de montrer les baies de Chuck. Les autorités pensaient qu'il ne s'agissait que d'une fraction de ce qu'il avait réellement enregistré. Il avait laissé les caméras tourner pendant des décennies, cataloguant tous les coins tordus de sa vie privée. Et pourtant, derrière toute cette noirceur, il y avait une famille. Le 28 octobre 1948, Chuck Barry a épousé Theta Suggs. Il n'avait que 22 ans. Elle est restée avec lui pendant près de 70 ans. Ils ont eu 4 enfants, Ingrid, Aloha, Charles Jr. et Melody. Il a trompé et il l'a admis.
mais le mariage a survécu. Dans ces dernières années, Barry s'est produit régulièrement au Blueberry Hill à Saint Louis. Sa fille chantait avec lui et son fils jouait de la guitare. De 1996 à 2014, il a donné plus de 200 spectacles dans cette salle. Les gens remplissaient la salle pour voir une légende. Mais derrière la musique, les poursuites judiciaires le hantaient toujours. En 2000, le pianiste Johnny Johnson, son collaborateur de longue date, l'a poursuivi pour des redevances impayées sur des chansons qu'ils avaient coécrites entre 1955 et 1966. Chunk 13. Johnson a déclaré qu'il avait aidé à créer des classiques comme Roll Over Beethoven et Sweet Little Sixteens, mais qu'il n'avait jamais vu un sou. Le tribunal a rejeté l'affaire, estimant que trop d'années s'étaient écoulées. L'une des accusations les plus graves avait déjà été formulée en 1948, lorsque Hosanna Huck, oui, la même femme que dans l'affaire des vidéos, avait également affirmé que Barry l'avait frappé au visage lors d'une dispute dans un restaurant. Elle l'a poursuivi et il lui a discrètement versé 150 000 $ pour régler l'affaire à l'amiable. Ce même restaurant était au centre de sa liste croissante de scandales. La condamnation de Barry en 1944 pour vol à main armée signifiait que le Southern Air ne pouvait même pas obtenir de permis d'alcool. Pourtant, il est resté ouvert pendant des années jusqu'à ce que les poursuites judiciaires le déchirent. En janvier 2011, le jour de l'an, Chuck Berry s'est effondré sur scène à Chicago lors d'un concert. Il avait 84 ans et s'était produit la veille à New York. Même après s'être senti malade, il a insisté pour sortir jouer. Mais au milieu du spectacle, il est tombé face première sur un clavier. Les ambulanciers se sont précipités. Il a refusé d'aller à l'hôpital, a dit à la foule qu'il allait bien et a essayé de continuer à jouer, mais son corps n'écoutait plus. La deuxième moitié du spectacle était décousue, confuse, et finalement, il a dû être aidé à quitter la scène. À nouveau, Chuck Berry est décédé le 18 mars 2017. Il avait 90 ans. À 12h40, les services d'urgence ont été appelés à son domicile. À 13h26, il était parti. La cause était un arrêt cardiaque. Le même jour, TMZ a diffusé l'audio de l'appel au 911. Cela s'est produit quelques mois seulement après que Barry ait annoncé un nouvel album, le premier en 30 ans. Il essayait de revenir une fois de plus. Sa succession valait 50 millions de dollars, dont 17 millions en droits musicaux et 13 millions en édition. Mais peu importe le nombre de disques qu'il a vendus, peu importe le nombre de chansons qu'il a écrites, son histoire n'est jamais restée propre longtemps.